Intuitivement, l'opinion publique, pas seulement en France, c'est vrai aussi aux États-Unis, c'est vrai un petit peu partout, l'opinion publique est protectionniste. L'opinion publique aime bien l'idée de protéger les entreprises nationales. Il y a toute une dynamique de protection des emplois, protection des salaires, alors qu'en fait, dès qu'on regarde un petit peu la logique économique sous-jacente, eh bien les effets du protectionnisme, les effets négatifs du protectionnisme sont beaucoup plus clairs. Et en particulier, ça a un effet inflationniste. Quand on impose des droits de douane sur tout un tas de biens de consommation ou même de biens intermédiaires qui sont utilisés dans les processus de production des entreprises nationales, tout coûte plus cher. Et ça, a priori, que ce soit du point de vue des ménages ou du point de vue des entreprises, ça n'est pas une très bonne idée. Bon, par ailleurs, il y a aussi tout un élément il y a des études innombrables qui démontrent des liens évidents entre l'ouverture au commerce international et l'accroissement de la productivité dans toutes les économies. Donc, plus il y a de commerce international, plus il y a d'échanges, plus le progrès technologique, si vous voulez, se diffuse à travers les économies. Donc, les effets, je dirais, économiques sont très clairement positifs, mais ça demande un certain nombre d'efforts d'expliquer ça à l'opinion publique. Et c'est pour ça qu'il y a eu un risque très fort dans la phase actuelle, et on l'a bien vu avec la réaction initiale de la Commission européenne aux mesures américaines sur l'acier et l'aluminium. Il y a un risque très fort politique de tout de suite aller dans une dynamique d'escalation et finalement de guerre commerciale, même si au départ, les mesures portent sur un pourcentage minime des échanges internationaux. Donc je dirais que c'est pour ça que les marchés, pour l'instant, sont un petit peu en mode attentiste. Je crois qu'il n'est pas exact de dire que les marchés sont indifférents, parce qu'il y a quand même une vraie interruption de trajectoire. Si vous regardez la progression des marchés d'actions l'année dernière, ou même encore 6% au mois de janvier, maintenant on est à plat depuis le début de l'année en termes des marchés d'actions des pays avancés. Donc les marchés sont en phase d'attente et vraiment regarde de voir si on s'en tient à un petit peu de rhétorique finalement qui n'a pas grand impact, ou si vraiment on s'engage dans une dynamique d'escalation et de guerre commerciale mondiale qui là ferait beaucoup plus de dégâts. Alors, on a bien compris, Isabelle, dans quel camp vous étiez. C'est pas une grande surprise, mais vous avez quand même parlé de dérive de la mondialisation. Donc, ces études économiques que vous citez, il y en a certaines, notamment celle du français de Piketty, qui disent qu'en fait la mondialisation a des effets néfastes, et notamment d'augmenter les inégalités, en tout cas pas tellement entre les pays, mais plutôt à l'intérieur des pays, ce qui expliquerait la forme de révolte qu'il peut y avoir contre la mondialisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, et quelles sont ces dérives que vous avez évoquées de la mondialisation? Je vais vous donner une statistique pour illustrer ce point. Depuis l'an 2000, qui coïncide avec l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, le nombre d'individus qui appartiennent à ce qu'on peut appeler la classe moyenne mondiale a doublé. On est maintenant à peu près 1000 milliards. 80% des nouveaux venus dans cette classe moyenne mondiale habitent en Chine. Voilà, ça résume un peu tout. Donc la mondialisation... Donc le premier bénéficiaire de la mondialisation, vous écoutez, c'est la Chine. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est pour ça que les Chinois à ce stade ont déjà indiqué qu'ils vont être très prudents dans leur réaction aux mesures annoncées par Donald Trump, parce qu'ils comprennent bien qu'il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Bon, donc la mondialisation réduit les inégalités entre pays. Après, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe au sein des pays? Et là, je dirais, ça dépend en fait des modèles sociaux. Et je pense que cette différence de modèles sociaux explique peut-être en large partie pourquoi les États-Unis ont élu Donald Trump et pourquoi la France n'a pas élu Marine Le Pen. Il est clair que la mondialisation détruit les emplois les moins productifs, réduit les opportunités qui sont offertes à une partie de la population qui n'a pas les capacités professionnels de s'adapter, de monter en valeur dans la gamme de production. Et la question alors est, est-ce qu'il y a un système de formation, un système de minima sociaux qui permet à ces gens de se recadrer, de se réintégrer dans l'économie, comme ces systèmes
existent en Europe, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont le mérite d'exister. Aux États-Unis, beaucoup moins. Et ça a conduit à ce qu'il y ait vraiment une partie importante de la population qui se retrouve complètement marginalisée, qui est sortie complètement de la population active et qui se retrouve finalement vraiment à considérer que la mondialisation leur a été très néfaste, alors qu'en réalité, on peut tout aussi bien s'en prendre à l'absence de systèmes de minima sociaux et de reformation professionnelle dans ces pays. Alors, une autre face, on parle beaucoup d'économie, il y a de flux financiers, de commerce, il y a une autre face de la mondialisation qui explique peut-être le fait qu'il y ait un rejet de la mondialisation par un certain nombre de populations, y compris dans des pays où le taux de chômage est très bas. Aux États-Unis, on rappelle quand même que le chômage, ou en Allemagne ou en Autriche, le chômage, il est autour de 4%. On est quand même, ça n'a rien à voir avec la France. C'est les flux migratoires. Est-ce que là aussi, on en parle beaucoup? C'est au cœur, y compris du programme de Donald Trump, c'est au cœur de la campagne du Brexit. Est-ce que là aussi, on observe des phénomènes vraiment importants de flux migratoires qu'on n'avait pas l'habitude de voir ces dernières années, même depuis le début de cette phase de mondialisation? Est-ce que ça s'accélère? Juste un mot sur le taux de chômage américain. Je crois qu'il ne faut pas comparer, comme on dit en anglais, des poires et des oranges. J'ai oublié l'expression française. Pardon. Alors, elle est vraiment mondialisée, Isabelle. Le chômage n'est pas compté de la même manière aux États-Unis et en Europe, et notamment parce que, donc, comme je l'expliquais, il y a beaucoup moins de prestations sociales pour les chômeurs. Donc les gens, au bout d'un certain temps, comme ils ne perçoivent aucun bénéfice au fait d'être inscrits au chômage, simplement ne s'y inscrivent pas. Mais si vous regardez les chiffres de participation à la population active aux États-Unis, il y a une baisse de l'ordre de 20% de la participation des hommes en âge de travailler au cours des 30 dernières années. Donc ce taux de chômage, il est à prendre quand même avec un gros grain de sel. Il y a eu une vraie démobilisation d'une partie très importante de la population active américaine. Alors pour ce qui est des flux migratoires, écoutez, moi je dirais là-dessus, j'ai une approche, je dirais purement économique et fondée sur les chiffres, mais même si je reconnais que politiquement c'est plus difficile. Les flux migratoires suivent les créations d'emplois. Là où il y a des emplois qui se créent, il y a beaucoup de flux migratoires. C'est pour ça qu'il y a eu par exemple beaucoup de migration vers le Royaume-Uni au cours des dernières années, parce que c'était au sein de l'Europe, c'était l'une des économies qui s'est redressée le plus vite, qui marchait le mieux. Alors que la France, par exemple, a attiré très peu de flux migratoires dans la même période. Pourquoi? Parce qu'ici, il y avait un taux de chômage très élevé. Donc les migrants, ils ne sont pas fous. Ils vont là où il y a un marché du travail dynamique et des créations d'emplois. De manière générale, ça c'est aussi un sujet sur lequel pratiquement toutes les études économiques montrent que l'impact des flux migratoires sur la croissance, sur les salaires, sur le potentiel de croissance d'une économie est positif. Mais naturellement, ça met de la pression sur les services publics, ça met de la pression sur les perceptions culturelles, les perceptions d'homogénéité culturelle, et ça c'est très difficile à gérer politiquement. Mais économiquement, l'impact est très clair, il est positif. Après, il faut que les politiques publiques arrivent à gérer les défis que ça pose, et quand ces défis ne sont pas gérés, les gens se révoltent, et c'est aussi un petit peu ce qu'on a vu en Angleterre et qui a motivé le Brexit. Merci Isabelle. Alors c'est la réponse à un paradoxe. Effectivement, parfois on se demande pourquoi un pays comme l'Autriche, où l'extrême droite est rentrée dans la coalition gouvernementale alors que l'économie va très bien et que le taux de chômage est très bas, ou même en Allemagne, vous le savez, maintenant il y a des dizaines de députés qui sont clairement non seulement contre la mondialisation, mais contre l'Europe. Donc voilà, l'explication qui est finalement assez de bon sens, c'est que les flux migratoires s'orientent vers les économies qui vont bien. Alors je voudrais, avant qu'on entame un petit débat entre nous, je voudrais, Isabelle, vous poser une question sur comment vous voyez tout ça tourner. Parce que quand on allume la radio, on regarde la télévision, on lit le journal, c'est quand même un peu bizarre là, avec Donald Trump, M. Xi, président à vie de Chine, Vladimir Poutine. Vous revenez du G20, comment tout ce petit monde s'entend réellement?
Et est-ce qu'on ne va pas vraiment vers une fracturation du monde, là, dans les années qui viennent? Est-ce qu'on est vraiment en danger, hein, en disant, là, encore une fois, je ne porte pas de jugement sur la mondialisation, mais quand on voit Pékin qui est en train de monter le ton, par exemple, sur le dossier de Taïwan, hein, de façon, on n'a pas beaucoup parlé en France, mais c'était quand même assez inquiétant. Et puis, quand on lit le matin certains tweets de Donald Trump, on se demande où on va. Alors, j'aimerais bien, vous avez quand même un beau poste d'observation pour nous éclairer sur l'avenir. Écoutez, je crois qu'on est vraiment à un moment pivot et qu'il est très difficile à ce stade de prédire si les choses vont se résoudre dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je crois un facteur qui contribue à obscurcir encore plus la situation, c'est effectivement cette façon qu'a Donald Trump de brouiller les cartes. Il a une démarche agressive non seulement sur le plan commercial, mais en disant aux Européens « Ah, il faut que vous augmentiez vos contributions à l'OTAN si vous voulez échapper aux droits de douane sur l'acier ». La même chose vis-à-vis de la Chine, c'est pas seulement baisser vos protections douanières, c'est laissez-nous avoir une relation avec Taïwan, ce qui de tout temps pour les Chinois a été quelque chose d'absolument effroyable, l'idée de mélanger finalement la diplomatie traditionnelle, les questions de défense et de sécurité et les questions commerciales. Trump met tout ça dans le même saladier et les gens se retrouvent un peu pris de court. Et moi je dois dire, une des choses qui m'a frappée au G20 de Buenos Aires, c'était vraiment le degré de désemparement de tous les participants à ces réunions. C'est des gens, ils se connaissent bien, ils font ça depuis des années, ils se retrouvent 3 ou 4 fois par an dans ces réunions du G20, et là d'un seul coup ils ont le sentiment que toutes les règles du jeu ont changé et tout le monde en est un petit peu à se dire comment est-ce que je vais réagir finalement, comment sortir de cette situation par le haut. Et je crois qu'à ce stade, on ne peut pas exclure une sortie par le haut. Il est parfaitement concevable que la politique de Donald Trump aboutisse à ce que les Européens participent un peu plus au financement de leur défense et de leur sécurité, ouvrent un peu plus leur marché, que les Chinois respectent davantage la propriété intellectuelle des Américains, des Européens, qu'ils ouvrent aussi davantage leur marché intérieur aux entreprises extérieures. Tout ça est parfaitement possible et ça serait franchement un très grand progrès dans ce processus de mondialisation. Donc à avoir cassé les codes, finalement on peut arriver à une nouvelle forme de gouvernance du monde, tout à fait. Plus inédite équilibrée, et voilà. peut-être plus équilibrée. Voilà. Donc Donald Trump serait en fait une sorte de génie. On verra, ça n'est pas à exclure. C'est un petit peu comme en ce qui concerne les relations avec la Corée du Nord. Il y a eu une phase quand même très très inquiétante d'échanges de tweets agressifs entre les deux présidents, et puis d'un seul coup, sans que personne ne s'y attende, y compris les diplomates américains, la nouvelle de cette rencontre personnelle bilatérale entre les deux. Ça peut aboutir à un désastre ou ça peut aboutir à vraiment une percée dans les relations. Donc, est-ce que Donald Trump est un génie? J'en sais rien. Comme il y a une caméra, je ne vais pas en dire plus. Mais tout ça pour dire qu'il est trop tôt pour prédire qu'on va au désastre ou trop tôt pour prédire qu'on va vers un nouvel équilibre meilleur. Et je crois que ce qui est encourageant, c'est que, en tout cas, pour l'instant, on a évité des réactions à l'emporte-pièce de la part aussi bien des Européens que des Chinois. Et les partenaires des États-Unis en sont plutôt à se dire, oulala, réfléchissons vraiment bien, prenons notre temps avant de réagir pour éviter d'empirer les choses. Alors, c'est ma dernière question. Vous, votre métier à BlackRock, c'est d'anticiper ce qui va se passer, hein, en plaçant donc tous ces dizaines de milliards sur un pays, sur l'autre, sur une classe d'actifs plutôt en action des entreprises, plutôt en emprunt d'État. Comment est-ce que vous faites c'est juste impossible de faire ce métier en ce moment. Comment vous faites pour prendre des décisions d'investissement au niveau mondial avec justement Donald Trump, enfin, tout ce contexte que vous venez de citer? Quelle est la méthode? Il n'y a pas une méthode, il y a des tas de méthodes. On a différentes équipes de gestion de portefeuille qui utilisent des méthodes différentes, mais je dirais ce qui est important, c'est que nous, on est très gros, comme je le disais initialement, et nos clients, les clients dont nous gérons les actifs, ont des horizons temporels de plusieurs décennies. C'est principalement de l'argent, de fonds de retraite, etc. Donc on essaye de ne pas réagir au jour le jour. De toute façon, si on le voulait, on ne pourrait pas parce qu'on est trop gros. Donc on essaye vraiment de prendre une perspective de long terme. Et de ce point de vue-là, on regarde les fondamentaux, et comme nous le disions au début, les fondamentaux... Alors, quelles sont les grandes tendances des perspectives à long terme? Les grandes tendances, pour l'instant, restent très positives.
Les perspectives des pays émergents en particulier restent extrêmement favorables, à la fois à un horizon de 6 mois, de 12 mois ou de 10 ans. On est vraiment dans une phase où la représentation des actifs des pays émergents dans tous les portefeuilles reste très inférieure à leur poids dans l'économie mondiale. Pour vous donner une idée, la Chine représente à peu près 15% du PIB mondial, mais seulement 2% des actifs chinois sont détenus par des investisseurs internationaux. Donc ça vous donne une idée du déséquilibre. Donc à long terme, nous restons vraiment très très positifs sur tous les pays émergents. Après, et confiant dans l'idée que l'économie mondiale, il y a des vagues d'innovation technologique qui sont en train de se dérouler, qui devraient aussi contribuer à une accélération des rendements. Il y aura des morts, il y aura des gens qui resteront sur le carreau, donc il faut faire attention où est-ce qu'on investit, mais de notre point de vue, ça reste un environnement dans lequel on est rémunéré pour la prise de risque. Il faut simplement faire un petit peu attention où on met les pieds. Merci beaucoup Isabelle, je crois qu'on peut vous applaudir.